Ce soir, dans Regard croisé, nous allons parler de la zone de libre-échange continental et nous verrons ce que cela va apporter, en tout cas pour l'Afrique, dès son entrée en vigueur. Nous parlerons également du Nigeria avec la question des défis pour le second mandat de Muhammadu Buhari. L'ONU a 70 ans. On fera également le point sur les opérations de maintien de la paix des casques bleus. Puis au Togo, on va s'interroger sur les restrictions des droits aux manifestations. Pour évoquer ces sujets, le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King MMLK, est avec nous. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes et bonsoir aux confrères qui sont sur le plateau. Komi Mayaba, directeur de publication du journal Le Sorbonnard. Bonsoir, Komi Mayaba. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Edo et honorable tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la niveau d'info. Et c'est l'honorable Soleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Soleil Obekou. Bonsoir Samuel, bonsoir mes frères pasteur Edo et Mayaba et à tous les téléspectateurs de la chaîne Liwa TV. L'Union africaine, pour commencer, la zone de libre-échange continental, l'ASLEC, projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique du continent, est entré en vigueur ce jeudi avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. C'est ce qu'a annoncé l'UIA. C'est une étape historique. L'accord de ZLEC est entré en vigueur aujourd'hui. C'est réjoui sur Twitter Albert Mouchaga, commissaire de l'Union africaine pour le commerce et l'industrie. Nous célébrons le triomphe d'un engagement courageux, pragmatique et continental pour l'intégration économique. Il faut dire que la phase opérationnelle doit toutefois être lancée le 7 juillet lors d'un prochain sommet de l'UA à Niamey, après finalisation de l'instrument clés tels que les mécanismes d'arbitrage, la définition des règles d'origine des marchandises ou encore des mécanismes en vue de l'élimination d'obstacles tels que la corruption ou les mauvaises infrastructures. Mais pasteur Edo, déjà, cette zone de libre-échange qui ambitionne d'ici à 2022 de porter le commerce intra-africain à 60% est une bonne nouvelle. D'entrée, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Quand les chefs d'État se retrouvent et prennent des engagements qui semblent aller dans l'intérêt des citoyens, bon, on ne peut que saluer cela. Mais il faut maintenant rentrer dans l'étape, dans le point de vue pratique. Ouais. Qu'est-ce que cela peut apporter ? Si vous savez que l'Afrique au moins a plus de 50 pays, et sur le nombre de pays, 54 pays sur le nombre de pays qui ont signé, 22 pour le moment. 22 pour le moment, 49 ont ratifié, je crois, c'est ça, ont signé, et 22 ont ratifié. Alors ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de pays qui ne sont pas rentrés dans cette dynamique, et surtout les deux grands pays de l'Afrique, qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'Afrique est entrée, le Nigeria qui dit que le processus évolue, on verra là où ça va aller. Mais dans tous les cas, vous prenez la situation en Afrique aujourd'hui, vous prenez les sous-regroupements régionaux, il y a les entraves à la libre circulation des personnes et des biens, ce qui doit être l'étape préalable qu'il faut d'abord arriver à franchir. Puisque aujourd'hui, les frontières sont infranchissables. Même vous avez tous vos documents de voyage, il faut que vous payiez. Il faut que vous payiez à nos frontières. Il y a des raquettes aux frontières. Donc je crois que c'est des préalables qu'il faut d'abord arranger avant d'y arriver. Et quand parce que le poids économique de l'Afrique par rapport au monde entier, parce que quand vous parlez de l'Organisation mondiale du commerce, vous savez ce que l'Afrique, 3%, ce que l'Afrique représente. Même si à l'interne l'Afrique veut faire quelque chose et que le combat, le premier combat, comme on le dit, c'est contre la corruption, c'est vrai certes, mais je crois quand même que pour beaucoup d'observateurs africains, c'est du bluff parce que on n'est pas en train de voir le bout du tunnel s'il n'y a pas cette volonté politique dans les pays, dans les pays africains. Alors, Beau Soleil, vous pensez aussi que c'est du bluff cette ZLEC-là? Non, pas du tout, ce n'est pas du bluff. C'est des responsables, les chefs d'État du continent africain qui se sont réunis pour mettre en place et concevoir
et mettre en place cette zone de libre-échange, ce n'est pas du bluff. Et je crois qu'il faut l'encourager. Sur le plan économique, on ne peut que le saluer. Bon, peut-être le mot bluff peut s'apparenter quand on prend d'autres organisations sous-régionales comme la CEDEAO, où depuis des dizaines d'années sur le papier, c'est bien écrit libre circulation des personnes et des biens, mais tenter de traverser certaines frontières. Ici, nous parlons peut-être d'un marché unique où on peut peut-être, je dis un exemple terre à terre, où un pays, il n'y aura pas de frontières pour les produits fabriqués à un pays donné. On peut fabriquer des pays au Togo et des produits au Togo et on peut les vendre, par exemple, au Nigeria librement. Ils le font, c'est à l'image, par exemple, de l'Union européenne, où il y a ce marché unique et ça profite à tous les pays. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut que le saluer. Ça a tardé même à venir et le monde évolue. Le monde est devenu un village planétaire et vous n'êtes pas sans savoir que l'Organisation mondiale du commerce a depuis des années lutté contre les barrières douanières et qu'elle a toujours prôné la libre circulation des produits, le marché unique. Et si les pays africains, comme vous venez de le dire, 3%, nous ne pesons pas sur le marché, les flux commerciaux et mondiaux, nous ne pesons pas. Donc maintenant, lorsque nous allons nous associer et qu'il y aura un marché unique en Afrique, je crois que ça ne peut qu'avantager les pays africains. Quand on voit comme Imayaba des géants comme le Nigeria être hésitant, ça montre que c'est vrai, c'est peut-être très bien conçu sur papier, mais ce n'est pas que des avantages que ces pays y voient. Oui, Samuel, il faut faire remarquer une chose. Pourquoi d'abord le Nigeria reste restrictif par rapport à cette signature, à signer, mais il n'a pas ratifié. Donc le Nigeria donne comme argument fondamental, il ne voudrait pas qu'il y ait d'autres pays et d'autres produits qui vont déferler son marché et puis embrouiller son pouvoir, son pouvoir économique qui est naissant. Et donc il faut dire que dans ce sillage, le Nigeria a raison parce qu'aujourd'hui, tous les pays qui disent les 49 pays qui ont signé et 22 seulement ont ratifié, ça prouve à suffisance que le Nigeria, qui se méfie de certains pays parce que c'est le géant économique de l'Afrique. Alors, s'il permet à ce qu'ils se mettent ensemble pour le libre-échange, est-ce qu'il ne va-t-il pas perdre son pouvoir économique? Donc, des études sont en train d'être menées, mais le Nigeria évolue. Je crois que sur les sondages qu'ils ont donnés, je crois sur 10 opérateurs économiques, 8 sont partants sont favorables pour la ratification de cette charte-là. Alors, bon, je me dis aussi que dans cet ensemble-là, il faut faire remarquer aussi que ce commerce de libre-échange, c'est de non. C'est vrai que c'est bien dit, c'est ce qui est souhaitable, c'est au bénéfice même des Africains ou des pays africains. Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est réalisable? C'est ce qui est un peu dommage et nous constatons que ce n'est pas encore ce que nous sommes en train de vivre. Parce que le 7 juillet, pour ravenez-vous, ils vont encore se retrouver pour prendre d'autres engagements par rapport à la ratification. Donc, je me dis que vivement que tous les pays s'adhèrent et effectivement arrivent à juguler ce problème de libre-échange. Parce que c'est de non que nous le vivons actuellement. Parce que à quitter ici, aller au Ghana à côté, c'est d'ici de franchir la frontière. Donc, il y a tous ces petits problèmes-là qu'il faut revoir. Parce qu'ils ont dit, même le Nigeria a dit qu'il faut étudier l'impact de Zelec. Avant qu'ils ne puissent adhérer ou ratifier, il faut d'abord étudier l'impact. Quand on a un continent où vous avez des petits pays, où le niveau d'industrialisation est encore très très embryonnaire, qui ne produisent pas grand-chose, c'est pas eux qui vont tirer avantage de la ZLEC. Oui, justement. C'est ça quand vous voyez le fait que le Nigeria tarde ou bien résigne ou bien se méfie, c'est justement cela, parce que le Nigeria, comme on l'a déjà dit, est le géant de l'Afrique en matière de pouvoir économique, et cela
Aujourd'hui, quand vous prenez des petits pays qui n'ont même pas un pouvoir, une politique industrielle, qu'est-ce que cela va plus apporter aux géants du Nigeria? Parce qu'on estime que quand vous prenez les pays de l'Union européenne, au départ, le problème aussi avait posé au Niger, dans l'espace de l'Union européenne, dans l'espace de l'Union européenne. Bon, finalement, je crois aujourd'hui, ils sont à 27 avec le Brexit, le fameux Brexit. Donc, c'est pour dire que, en principe, ça devait être quelque chose comme ça pour que le Nigeria puisse tirer les petits pays vers le haut, pour permettre aussi, vous savez, aujourd'hui, la plupart des Africains, qu'on soit de n'importe quelle partie de l'Afrique, on veut aller soit au Nigeria, ou bien on veut migrer soit vers le Nigeria, en interne, on veut migrer vers le Nigeria, vers l'Afrique du Sud, ou bien peut-être vers le Gabon et autres. Donc c'est pour dire que le Nigeria a intérêt quelque part à œuvrer pour que des petits pays puissent attirer les petits pays vers le haut, vers le sommet, pour pouvoir développer leur pouvoir économique et permettre aux citoyens au moins de rester chez eux. Mais peut-être que c'est quelque chose de longue haleine. Puis ça ne va pas, les retombées ne sont pas immédiates. Et c'est justement l'impact dont parle le Nigeria d'abord. Quel est l'impact immédiat? Ben, si le Nigeria veut attendre l'impact immédiat, il va attendre pour longtemps. Et que quand vous voyez l'Afrique, l'Union africaine, avec ses crises internes, vous voyez les crises internes qui minent l'Afrique aujourd'hui, et que l'Union africaine, souvent, on voit cette Union africaine agir tardivement, faire le médecin après la mort au Soudan. Depuis là, est-ce que si réellement l'Union africaine était une organisation qui rassemble vraiment les pays africains, pourquoi ne pas intervenir à ce qui se passe au Soudan? Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont seulement lancé des mots là, et puis ils sont revenus. Et voyez ce que le Soudan est, l'Algérie avec tout ce qui se passe. Donc, est-ce que dans ce désordre-là, est-ce qu'on peut faciliter le libre-échange? Ça peut être facile. Voilà l'autre aspect qui est très important. Oui, je vais réagir pour dire que, en fait, le problème de l'Afrique, c'est l'agroumantisme. Parce que le Nigeria vise que ses intérêts. Aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher ça. Non, ça, c'est tout pays protège ses intérêts. Je suis d'accord. Maintenant, quand vous mettez dans un clan où vous devez vous faire un assemblage, c'est-à-dire que tous les pays doivent adhérer à une charte pour arriver à un développement de l'Afrique dans son ensemble, il va falloir peut-être penser aux autres. Comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, il va falloir peut-être regarder un peu bas et regarder, voir comment faire pour émerger d'autres pays, puisque c'est toi le géant, c'est toi qui vas tirer les autres vers le haut, et pour que l'harmonie ou l'économie africaine puisse aller émerger. Donc, je crois que le Nigeria a intérêt, et actuellement, les institutions en train d'évoluer, il va ratifier pour que l'Afrique puisse bénéficier. Sans le Nigeria dans cette libre-échange serait difficile. Mais en tout cas, quand on prend la ZLEC telle qu'elle est présentée, apparemment, c'est des géants comme le Nigeria, l'Afrique du Sud qui ont plus à y gagner parce que un marché vaste leur rêve. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Le Nigeria a y gagné, a plus à y gagner. A écoulé beaucoup ses produits. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a gagné beaucoup et l'Allemagne, c'est la première puissance économique européenne actuellement. Donc l'Allemagne a profité beaucoup du marché, de l'espace commun européen. Donc le Nigeria a plus à gagner. Mais je crois que l'inquiétude du Nigeria se situe à un niveau où il se dit que sur le plan industriel, il est en avance sur beaucoup de pays. Mais il craint, parce que il y a la délocalisation aussi actuellement. Il craint qu'un produit des sociétés peut-être européennes puissent délocaliser leurs produits vers d'autres pays, maintenant pour inonder son marché. Je crois que c'est la principale inquiétude pour le Nigeria. Et qui va affaiblir son pouvoir économique. Donc, et je crois qu'ils sont en train même de mettre des garde-fous par rapport à cette délocalisation. Donc, s'ils arrivent à bien organiser ce système, je crois que c'est surtout les grands pays qui vont en profiter. Et quand je prends toujours l'exemple de l'Europe, vous allez voir que c'est les petits pays maintenant qui appellent encore au nationalisme. Parce qu'ils n'arrivent pas à y gagner comme les grands pays. Donc, économiquement, le Nigeria a y gagné.
Mais la ratification aussi, ce n'est pas un truc automatique. Donc, il faut des processus parlementaires, tout ça. Et ça prend même des années pour qu'on puisse ratifier. Il y a certains dossiers, quand je prends le Parlement au niveau du Togo, il y a certains accords qui ont été signés. Et c'est après 5 ans, 8 ans, qu'on dépose la ratification sur la table de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que je suis optimiste et ça va marcher. Samuel, ce qui a favorisé davantage le marché unique européen, il y a la démocratisation et l'état de droit. C'est très important dans le pays, dans l'espace européen. Mais en Afrique, regardez un peu où les gens s'accrochent au pouvoir et veulent tout le temps, vous savez, changer les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Ça aussi, c'est un facteur qui ne peut pas favoriser. Même si la personne s'accroche au pouvoir, elle a quand même envie que son pays émerge. Non, envie qu'il émerge, envie que lui et sa famille et son clan émergent. C'est ça aussi. Il faut l'état de droit, il faut l'état de droit et la démocratie. Non, si vous ne convenez pas avec moi, attendez, vous voyez la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième puissance au monde. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a la démocratie? Non, bien sûr. Pour le cas, en fait, quand vous mettez la démocratie dans le thème de la... En Afrique, on en a besoin. Oui, je ne refuse pas, mais ce n'est pas le facteur, c'est le facteur démocratie qui amène le développement économique. Non, bien sûr, mais quand vous voulez parler de la lutte contre la corruption, aujourd'hui, dans des pays de droit, tous les pays africains courent vers maintenant la Chine. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la Chine, c'est un pays démocratique? Non, ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas ça, bien sûr. La Chine est mais nous, en Afrique, c'est que la corruption est de... On va marquer la première pause. On marque la première pause et on revient après continuer.